qu'en France, c'est pas marginal du tout. C'est un phénomène très important. Alors moi, j'ai vécu dans deux métiers, principalement la politique et la fonction publique, où ça joue un rôle très important. Je dois vous dire, par exemple, alors c'est toujours très difficile, évidemment, de savoir exactement ce qu'il en est, parce qu'il y a quand même le secret maçonnique, même si c'est un petit peu ouvert aujourd'hui. Mais par exemple, j'ai cité un cas, alors là, je vais vous citer deux anecdotes très concrètes que j'ai vécues. La première, c'est quand j'étais inspecteur général au ministère de l'Intérieur. À un moment, il fallait choisir un nouveau chef de corps, un nouveau chef d'inspection générale. Et j'étais en pourparlers à ce sujet avec Claude Guéant, donc, qui était secrétaire général de la présidence de la République. Et je lui dis, à moitié sérieusement, à moitié pour plaisanter, je lui dis, vous avez qu'à me nommer chef d'inspection générale, parce qu'il trouvait pas quelqu'un qui lui convienne vraiment. Et je lui dis, comme ça, vous aurez quelqu'un dont vous connaissez les idées, vous n'aurez pas de surprise, sous-entendu, quelqu'un de droite, quoi. Et Guéant me dit, ah oui, alors ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais on a d'autres impératifs, et là vraiment c'est extrêmement difficile, etc. Et c'est une chose que je ne peux absolument pas faire, compte tenu d'une vieille tradition administrative. J'en parle avec certains de mes collègues du ministère qui rigolent, et qui me disent, bah oui, la tradition administrative, c'est que depuis 1945, tous les chefs de l'inspection générale de l'administration, sans aucune exception, ont tous été francs-maçons. Parce qu'il y a certains postes clés, c'est un poste clé là, hein, parce que l'inspection générale contrôle les préfets, inspecte les préfets. Le chef de l'inspection générale est souvent chargé de missions, on peut dire secrètes, oui, sur certains sujets. Et donc il faut vraiment quelqu'un de confiance. Et bon, j'ai appris que moi je serais jamais chef d'inspection générale parce que j'avais pas la chance d'appartenir à la confrérie. Ça, c'est une première anecdote. Une deuxième anecdote que je vais citer qui vient de la vie politique. Enfin, c'est des trucs vécus, ça, je peux dire. Donc, on sort du domaine simplement de la rumeur. Bon. J'ai été donc député à Calais, pour le RPR à l'époque. Et je décide de changer de parti politique et de partir au Front National. Et là, j'avais avec moi un ami qui dirigeait mes campagnes électorales depuis plusieurs années avec un certain succès, et qui me dit, Yvan, je suis vraiment déchiré, mais tu sais que je suis franc-maçon, je te l'ai jamais caché. Je dis, oui, bien sûr, tu me l'as jamais caché. Non, je te le reproche absolument pas. Il me dit, oui, mais je ne peux pas te suivre là où tu vas. Je dis, ah bon, t'as pas le droit d'aller au Front National? Il me dit, ah non, j'ai interdiction absolue, je suis au Grand Orient de France, et j'ai interdiction absolue d'aller au Front National. Je dis, qu'est-ce qui se passe si tu y vas? Ah, ce qui se passe, c'est très simple, je serai exclu du Grand Orient. Je dis, mais tu passes ton temps à me dire que tu es agacé par tes frères parce que tu les trouves beaucoup trop à gauche par rapport à toi. Ben, c'est peut-être l'occasion de t'émanciper un peu et puis tu mèneras une autre vie, puis c'est tout. Ah non, ça je peux pas. Alors il me dit, je vais te dire exactement comment ça se passe, à condition que tu ne dis jamais mon nom. Il me dit, voilà, je suis kinésithérapeute et la plupart de mes clients sont recommandés par les médecins de la ville où nous vivons. Et ces médecins sont, pour les 3/4 d'entre eux, des francs-maçons. Et ils m'envoient leur clientèle pour faire des opérations de kinésithérapie. Bon, ça doit faire à peu près la moitié de ma clientèle. Si je quitte avec pertes et fracas le Grand Orient de France, par exemple en partant au Front National, il y aura une directive qui sera donnée à tous mes frères de ne jamais m'aider professionnellement et de ne jamais m'envoyer de clients. Alors dans ces conditions-là, moi je perds la moitié de ma clientèle. Si je perds la moitié de ma clientèle, je suis ruiné pour une raison très simple, c'est que pour mettre en place mon cabinet de kinésithérapeute, j'ai dû faire des gros emprunts, parce qu'il y a des tas de machines à acheter. Bon, j'avais pas de capital au départ, donc j'ai dû emprunter. Je rembourse petit à petit ces emprunts grâce à une clientèle qui est bien pourvue. Mais si je perds la moitié de mes clients, là, je perds la moitié de mes revenus, évidemment. Et à ce moment-là, je ne peux plus rembourser les emprunts. Donc, je suis mis en faillite. Je suis vraiment ruiné. Et c'est parce que je serais ruiné en raison des pressions des francs-maçons que je ne peux pas quitter la maçonnerie. Alors, évidemment, il m'a dit ça sous le sceau de l'amitié, bien sûr, c'est quelque chose qui était confidentiel, mais enfin ça montre, si vous voulez, une chose qu'on dit souvent, c'est que la maçonnerie, si vous y entrez, vous serez aidé dans toutes sortes de domaines, parce que si vous avez besoin d'une aide quelconque, vous vous adressez à des frères, il y a des annuaires, etc., en disant, est-ce que je suis maçon comme vous, est-ce que vous pouvez pas m'aider? Bon. Mais la contrepartie, c'est que vous êtes obligé d'obéir.
Et si vous n'obéissez pas à une certaine discipline, par exemple en allant au Front National, bon ben là, vous risquez d'être détruit professionnellement. Vous ne serez pas détruit physiquement, bien sûr, faut pas exagérer. Mais professionnellement, oui, ça c'est certain. Alors ça, c'est des choses que j'ai vécues. Donc je m'en souviens. Alors maintenant, quand on me dit que ça n'a aucune influence, que c'est des mythes, que c'est des complots, que c'est du complotisme, bon, j'ai tendance quand même à dire que les gens qui disent ça n'ont pas été au contact avec la réalité, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils disent. Ils réfléchissent à partir d'idées générales, effectivement, mais je veux dire, cette solidarité maçonnique est quelque chose de tout à fait réel. Et là, c'est bon côté, là aussi, c'est mauvais côté. Les maçons eux-mêmes l'avouent en plus, parce que eux-mêmes, plus souvent, ils m'ont dit, oui, ben un tel, oh, il est franc-maçon. Alors là, je suis vraiment ennuyé qu'il soit franc-maçon, parce que c'est un type qui a aucune moralité. Je dis, ah bon, vous acceptez des gens comme ça dans vos loges? Oh, bah malheureusement, oui. C'est ce qu'on appelle la maçonnerie alimentaire. C'est-à-dire les gens qui viennent dans les loges pour faire des affaires, en réalité, pour gagner de l'argent. Et il y a même eu beaucoup de scandales, d'ailleurs, d'affaires dans certaines loges à cause de cela. Alors, les vrais maçons, si je puis dire, ceux qui sont moins affairistes, évidemment, se plaignent de l'existence de ceux-ci. Mais en même temps, ils reconnaissent eux-mêmes, les réseaux d'influence que ça représente. Et ces réseaux d'influence, bien sûr, vous les retrouvez ensuite dans la politique. Et si parfois vous voyez des hommes politiques socialistes et des hommes politiques des républicains, pour prendre deux partis qui sont en décadence complète et qui vont disparaître un de ces jours, eh bien parfois vous étiez très surpris en disant tiens, ils ont l'air de bien s'entendre, ils passent des accords entre eux, et alors les gens un peu naïfs disent c'est bizarre, quoi, alors que c'est pas bizarre du tout, c'est parce qu'ils se retrouvent en loge une fois par semaine, et donc ils se connaissent évidemment très très bien, et alors pour eux, moi j'ai vu comme ça des gens du RPR qui étaient vraiment très amicaux à l'égard des socialistes, évidemment, parce qu'ils étaient dans la même loge. Bon, et puis des socialistes pareils qui étaient tout à fait ouverts sur la droite, entre guillemets, pour les mêmes raisons, évidemment.